J'ai perdu les os chez mes parents pendant le dîner. J'ai crié pour que quelqu'un m'emmène immédiatement à l'hôpital. Ma mère a dit, finis d'abord la vaisselle. De toute façon, le travail d'accouchement dure des heures. Mon père a ajouté, arrête de faire autant de scènes pour tout. Je souffrais le martyre, les suppliant de m'aider. Ma sœur m'a donné un violent coup de pied dans le flanc. Tu gâches notre dîner. Je me suis effondrée sur le sol de la cuisine, incapable de me tenir debout. Ils m'ont enjambée et ont continué à manger. Des heures plus tard, alors que je ne pouvais plus bouger et que j'étais à peine consciente, ma cousine a finalement appelé une ambulance. À l'hôpital, les médecins m'ont emmenée d'urgence en chirurgie en disant « Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ?» Le bébé est en détresse critique. Je me suis évanouie de douleur. Quand je me suis réveillée des heures plus tard, le médecin est entré avec un visage grave et a dit. Puis ma famille est arrivée et ma mère a dit « Eh bien, au moins maintenant tu peux te concentrer sur le fait d'être utile à cette famille. » Ce que je leur ai fait après avoir entendu ça? Les lumières fluorescentes me brûlaient les yeux alors que je luttais pour les ouvrir. Tout semblait lointain et étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Une odeur âcre d'antiseptique emplit mes narines tandis que des machines bipaient régulièrement à côté de moi. Tout mon corps était endolori d'un vide que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le docteur Steven se tenait au pied de mon lit, son expression soigneusement neutre, de cette manière que les professionnels de la santé perfectionnent au fil des années à annoncer des nouvelles difficiles. Il s'éclaircit la gorge et jeta un coup d'œil au dossier dans ses mains avant de croiser mon regard. « Madame Winters, je dois vous expliquer ce qui s'est passé pendant la césarienne d'urgence, » commença-t-il, sa voix mesurée et calme malgré la gravité de ses paroles. « Vous êtes arrivé dans un état critique. Le décollement placentaire était sévère et progressait depuis plusieurs heures avant que vous ne receviez une intervention médicale. Ma gorge était comme du papier de verre. J'essayais de parler mais ne pus émettre qu'un murmure. « Mon bébé. Votre fille est vivante, » dit rapidement le docteur Steven, et je sentis une vague de soulagement si intense qu'elle me fit monter les larmes aux yeux. Cependant, elle est à l'unité de soins intensifs néonatales. La privation prolongée d'oxygène a causé des complications. Nous la surveillons de près. Elle est stable maintenant, mais les 72 prochaines heures sont critiques. Avant que je puisse assimiler ces paroles, la porte s'ouvrit avec une force telle qu'elle claqua contre le mur. Ma mère a déferlé dans la chambre comme un front orageux, mon père la suivant avec son expression habituelle de légère irritation. Ma sœur, Bethany, suivait, consultant son téléphone et ayant l'air suprêmement ennuyée. Enfin réveillée, annonça ma mère, sans prendre la peine de saluer ou de demander comment je me sentais. Les infirmières ne voulaient rien nous dire. Tellement excessives avec leur politique de confidentialité. Le docteur Steven se raidit visiblement. « Madame Garrett, votre fille vient de subir une intervention chirurgicale majeure. Elle a besoin de repos et... » Nous sommes sa famille, le coupa ma mère d'un geste dédaigneux. Nous avons parfaitement le droit d'être ici. La mâchoire du médecin se crispa, mais il maintint son calme professionnel. Je vous laisse quelques minutes, mais Madame Winters doit éviter tout stress pendant sa convalescence. Il me regarda directement avec une expression qui transmettait plus de sympathie que ses mots ne le permettaient. Je reviendrai vous voir sous peu. Après son départ, le silence emplit la pièce pendant exactement 3 secondes avant que ma mère ne se lance dans son évaluation de la situation. Eh bien, au moins maintenant tu peux te concentrer sur le fait d'être utile à cette famille, déclara-t-elle en croisant les bras. Toute cette histoire de mère célibataire allait de toute façon mal se terminer. Nous t'avions dit de ne pas t'impliquer avec cet homme, mais tu n'écoutes jamais personne. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je la fixai, me demandant si j'avais mal entendu ou si les médicaments provoquaient des hallucinations. Ma fille se battait pour sa vie en soins intensifs et c'était ce que ma mère choisissait de dire. « Est-ce que tu viens de... » Ma voix se brisa. Mon bébé est en soins intensifs. Et c'est la faute de qui? Intervint Bethany sans lever les yeux de son téléphone. Si tu n'avais pas fait une telle scène au dîner, peut-être que tu serais arrivé ici plus tôt. L'audace de sa déclaration me coupa le souffle. Je me suis souvenu de m'être effondré sur le sol de leur cuisine. Je me suis souvenu de les avoir suppliés de m'aider tandis que des vagues de douleur me submergeaient.
Je me suis souvenu du talon de créateur de ma sœur heurtant mes côtes alors qu'elle m'enjambait pour prendre plus de vin. Je vous ai demandé de m'emmener à l'hôpital, dis-je, entendant ma voix trembler de quelque chose au-delà de la douleur ou de l'épuisement. Je vous ai tous supplié. Le travail d'accouchement dure une éternité, dit ma mère en levant les yeux au ciel de manière exagérée. Tout le monde le sait. Tu étais hystérique pour rien, comme d'habitude. Nous avions des invités qui venaient pour le dessert et tu as choisi ce moment pour faire une scène. Mon père, près de la fenêtre, prit enfin la parole. Ta mère a passé 3 jours à préparer ce repas. Le moins que tu aurais pu faire était d'aider à nettoyer avant d'exiger que nous laissions tout tomber pour toi. Quelque chose en moi se fractura à ce moment-là. Pas brisé, fracturé, comme un pare-brise développant une toile d'araignée de fissures qui finirait par voler en éclats. Mais pas encore. D'abord, ces fissures s'étendraient lentement, méthodiquement, jusqu'à ce que toute la structure soit irrémédiablement endommagée. Dehors, murmurai-je. Pardon. Les sourcils de ma mère se haussèrent jusqu'à la racine de ses cheveux. Sortez de ma chambre. Ma voix devint plus forte. Partez maintenant ou je fais appel à la sécurité pour vous faire sortir. Bethany leva enfin les yeux de son téléphone pour cela. Son expression était un mélange d'amusement et d'incrédulité. Tu ne peux pas être sérieuse. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? J'attrapai le bouton d'appel à côté de mon lit. Vous avez 30 secondes avant que j'appuie et que je leur dise que vous harcelez une patiente en convalescence. Nous sommes ta famille, protesta mon père, bien qu'il se dirigeait déjà vers la porte. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors. Regardez-moi faire. J'appuyai sur le bouton. Le visage de ma mère prit une impressionnante teinte cramoisie. Espèce de petite ingrate. 20 secondes. Ils sont partis. Ma mère lançant des menaces sur ce que ce comportement me coûterait. Comment je reviendrais en rampant, suppliant leur aide. Comment ils ne seraient pas là pour ramasser les morceaux quand tout s'effondrerait. J'écoutais sa voix s'estomper dans le couloir et ne ressentis absolument rien. Une infirmière apparut quelques instants plus tard, l'inquiétude gravée sur ses traits. Tout va bien, ma chérie? Pouvez-vous les ajouter à une liste de visites interdites, demandai-je. Tous les 3. Je ne les veux nulle part près de moi ou de ma fille. Elle hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux suggérant qu'elle avait assisté à la fin de la confrontation. Je vais m'assurer que ce soit documenté immédiatement. Après son départ, je suis restée dans le silence stérile de ma chambre d'hôpital et j'ai commencé à planifier. Les médicaments rendaient mes pensées floues sur les bords, mais le noyau restait aussi tranchant qu'un diamant. Ma famille m'avait toujours traité comme un inconvénient, une déception secondaire comparée aux réussites et à l'ascension sociale de ma sœur. Mais cela avait dépassé une ligne tracée dans le sang et la peur. Ils avaient failli tuer ma fille par leur négligence et leur cruauté. Et ils en semblaient fiers. Le lendemain matin, j'ai appelé ma cousine Nathalie depuis un téléphone emprunté. C'est elle qui avait appelé les urgences après être arrivée pour le dessert et m'avoir trouvée à peine consciente par terre pendant que tout le monde discutait dans la salle à manger. L'opérateur des urgences était resté en ligne avec elle, lui donnant des instructions jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. J'ai essayé de te rendre visite, dit Nathalie, la voix chargée d'émotion. Ta mère a dit à l'hôpital qu'elle parlait au nom de la famille et que tu ne voulais pas de visiteurs. Elle a été ajoutée à la liste des personnes non autorisées, l'ai-je assuré. Peux-tu faire quelque chose pour moi? J'ai besoin que tu demandes l'enregistrement de l'appel aux urgences de cette nuit-là. En tant que témoin de l'incident, tu devrais pouvoir en obtenir une copie. Déjà fait, répondit-elle, et j'entendis des papiers bruire. Je pensais que tu en aurais besoin. Les choses qu'ils ont dites pendant que tu étais allongé là, refusant de reconnaître ce qui se passait, tout est enregistré. L'opérateur n'arrêtait pas de demander si quelqu'un t'aidait, et je devais continuer à dire non. Peux-tu me l'envoyer par email? Je lui ai donné mon adresse. Et encore une chose, connais-tu quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, plus précisément quelqu'un qui s'occupe de vente de propriétés de luxe? Nathalie marqua une pause. Ma petite amie, Andrea, travaille pour Morrison & Associates. Ils sont spécialisés dans les ventes résidentielles haut de gamme. Pourquoi?
Parce que mes parents sont sur le point de découvrir que réduire son train de vie n'est pas quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Au cours de la semaine suivante, pendant que ma fille luttait pour se stabiliser en néonatologie, j'ai transformé ma chambre d'hôpital en centre de commandement. Mon ordinateur portable est devenu un élément permanent sur la table roulante, et j'ai mené des appels vidéo avec des avocats, des enquêteurs et divers professionnels dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin des services. Le premier appel fut avec Timothy Walsh, un avocat spécialisé dans les abus financiers envers les personnes âgées et le droit de la famille. Je l'avais trouvé grâce à des recherches obsessionnelles pendant les heures où je ne pouvais pas dormir, c'est-à-dire la plupart du temps. Racontez-moi à nouveau le déroulement de la soirée, dit-il lors de notre première consultation, son stylo se déplaçant régulièrement sur son bloc-notes. N'omettez rien. J'ai raconté tout le cauchemar. Mon arrivée chez eux pour le dîner de famille hebdomadaire auquel ils avaient insisté pour que j'assiste malgré mes protestations d'être enceinte de 38 semaines. La façon dont la première contraction a frappé alors que je mettais la table, vive et sans équivoque. L'irritation de ma mère quand j'ai demandé à sauter le dîner pour aller à l'hôpital. La deuxième contraction, plus forte et accompagnée d'un jaillissement de liquide qui a trempé mes vêtements. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas, expliquai-je, mes mains se crispant en point au souvenir. Le liquide était sombre. J'avais lu assez de livres sur la grossesse pour savoir que cela signifiait que le bébé pouvait être en détresse. J'ai supplié ma mère de me conduire à l'hôpital. Elle m'a dit de changer de vêtements d'abord parce que je goûtais sur son parquet. L'expression de Timothy resta professionnellement neutre, mais je vis sa prise se resserrer sur son stylo. Continuez. Les contractions se sont aggravées. Je ne pouvais plus me tenir droite. J'ai essayé d'appeler moi-même les urgences, mais mon père m'a pris mon téléphone. Il a dit que j'étais ridicule et que je gâchais ce qui devait être une agréable soirée en famille. Quand j'ai essayé d'atteindre mon sac à main pour trouver mes clés de voiture, ma sœur m'a bloqué le passage. Ma voix baissa. Elle m'a dit que j'étais une honte. Puis elle m'a donné un coup de pied. Pas une petite poussée avec son pied, un vrai coup de pied sur le côté. Je suis tombée et je n'ai pas pu me relever. Et ils ont continué à dîner. Ils m'ont enjambée pour aller à la cuisine. Je pouvais les entendre rire avec leurs invités dans l'autre pièce pendant que j'étais allongée par terre. Je me souviens avoir pensé que j'allais mourir là et qu'ils se plaindraient probablement juste de l'inconvénient de devoir nettoyer après. Timothy posa son stylo et me regarda directement. Ce que vous décrivez est au minimum une négligence criminelle, voire une agression compte tenu des actions de votre sœur. Avez-vous porté plainte? Pas encore. Je voulais d'abord vous parler. Portez plainte aujourd'hui. L'hôpital a documenté votre état à votre arrivée, ce qui corroborera votre chronologie. L'enregistrement de l'appel aux urgences obtenu par votre cousine fournit la preuve du retard dans la prise en charge. Les dossiers médicaux montreront les conséquences directes de ce retard. Il se pencha en avant. Madame Winters, des cas comme celui-ci peuvent entraîner à la fois des poursuites pénales et une responsabilité civile. Les actions de votre famille ont directement mis en danger votre vie et celle de votre fille. Je veux qu'ils fassent face à toutes les conséquences possibles, dis-je doucement. Mais je veux aussi m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais faire ça à personne. Ma mère a un schéma de comportement de ce type. Elle est bénévole dans un centre pour personnes âgées, se présente comme cette personne attentionnée et compatissante. Les gens lui font confiance. Alors nous nous assurons que la vérité devienne publique. Timothy ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents. Commençons par une déclaration détaillée et nous verrons à partir de là. La déposition à la police a pris des heures. L'agente Janet Reynolds a écouté mon récit avec une incrédulité croissante, m'arrêtant parfois pour poser des questions de clarification ou demander des détails spécifiques. Quand je lui ai fait écouter l'enregistrement de l'appel aux urgences, son expression s'est durcie. La voix de l'opérateur était claire. Madame, vous avez dit que la patiente est en travail depuis combien de temps? La réponse paniquée de Nathalie, je ne sais pas exactement. Elle est à peine consciente maintenant. Sa famille a dit qu'elle a commencé à se plaindre de contractions pendant le dîner, mais c'était il y a plus de 3 heures. Quelqu'un lui porte-t-il assistance? Non, ils prennent juste le dessert dans l'autre pièce.
Ils m'ont dit qu'elle faisait sa comédie et que je ne devais pas encourager son comportement pour attirer l'attention. La patiente est enceinte, en plein travail, et personne ne l'aide? C'est exact. Je ne sais pas quoi faire. Il y a tellement de sang. L'agent Reynolds arrêta l'enregistrement. Votre sœur vous a agressé alors que vous étiez en détresse médicale. Oui. Et vos parents vous ont empêché de chercher des soins médicaux d'urgence. Oui. Elle ferma son carnet avec plus de force que nécessaire. Je vais être franche avec vous, Madame Winters. C'est l'un des cas de violence familiale les plus troublants que j'ai rencontrés. Je vais transmettre ce dossier au bureau du procureur avec une recommandation de poursuite pour plusieurs chefs d'accusation. L'enquête a progressé plus rapidement que je ne l'avais prévu. Ma famille, suprêmement confiante dans son immunité face aux conséquences, n'avait fait aucun effort pour dissimuler ses actions. Plusieurs invités du dîner se sont manifestés après avoir été contactés par la police, décrivant ma détresse visible et le mépris glacial de ma famille. Un couple était apparemment parti plus tôt, tellement ils étaient perturbés par ce qu'ils avaient vu. Mais le système juridique n'était qu'un front dans la campagne que je menais. Le second nécessitait une stratégie différente. Mes parents vivaient dans un quartier prestigieux appelé Brookhaven-Estate, où les pelouses manucurées et les voitures de luxe servaient de symboles de statut et de monnaie sociale. Ils avaient acheté leur maison il y a 20 ans, à une époque où le quartier était simplement agréable plutôt qu'exclusif, et avaient vu sa valeur se multiplier de manière exponentielle. La propriété était leur principal atout et le fondement de leur position sociale. Elle était aussi hypothéquée jusqu'au cou. « Comment as-tu découvert ça ?» demanda Nathalie lors d'une de ses visites quotidiennes, regardant mon écran d'ordinateur où des documents financiers étaient affichés. « Registre public », répondis-je en faisant défiler les informations que j'avais recueillies. Les dépôts d'hypothèques sont accessibles via la base de données du comté. Ils ont refinancé 4 fois au cours de la dernière décennie, retirant des fonds propres à chaque fois. Le dernier refinancement remonte à 6 mois. À quoi utilisait-il l'argent? Principalement au style de vie de Bethany. J'ai affiché un autre document. La boutique de ma sœur est déficitaire depuis 3 ans. Mes parents continuent d'y injecter de l'argent, convaincus qu'elle finira par redresser la barre. Ils ont aussi financé la rénovation complète de sa cuisine l'année dernière, le leasing de sa voiture de luxe et ses vacances en Europe. Nathalie siffla à voix basse. Combien doivent-ils? Plus que la valeur de la maison si les prix de l'immobilier baissent ne serait-ce qu'un peu. Ils sont ce qu'on appelle house poor, riches en immobilier mais pauvres en liquidité. Toute leur richesse est immobilisée dans un bien qu'ils peuvent à peine entretenir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces informations? Je souris sans humour. Créer une pression. Ils vont bientôt faire face à des accusations criminelles qui deviendront publiques. Une fois que leur cercle social apprendra ce qu'ils ont fait, leur réputation dans la communauté s'évaporera. La valeur des propriétés dans des quartiers comme le leur est en partie soutenue par le facteur prestige. Un scandale fait baisser cette valeur. Tu vas faire chuter la valeur de leur maison. Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Les forces du marché s'occuperont du reste. L'unité de soins intensifs néonatales est devenue mon sanctuaire pendant ces semaines. Ma fille, que j'ai prénommée Grace, se battait avec une détermination qui m'humiliait. Elle était si petite, entourée de fils et de tubes, mais sa prise sur mon doigt était féroce. Les infirmières m'ont appris à la tenir malgré tout l'équipement médical, à lire ses signaux subtils, à être sa mère quand tout semblait incertain. C'est une battante, m'a dit une des infirmières de nuit lors d'un biberon à 3 heures du matin. On sait toujours reconnaître les bébés qui ont cette étincelle supplémentaire. Votre fille là. Elle tient ça de sa mère, murmurai-je en regardant la petite poitrine de Grace se soulever et s'abaisser. L'infirmière, dont le badge indiquait Sandra, me lança un regard entendu. J'ai entendu ce qui s'est passé la nuit où vous êtes arrivé. Certains membres du personnel des urgences en ont parlé. Je veux que vous sachiez que ce que votre famille a fait n'était pas seulement mal, c'était diabolique. Sa franchise me surprit. Merci de dire ça. Parfois, je me demande si je ne surréagis pas, vous ne surréagissez pas, dit fermement Sandra. Je suis infirmière depuis 30 ans.
J'ai vu beaucoup de choses terribles que les gens se font les uns aux autres. Mais une mère qui refuse d'aider sa fille pendant un accouchement, une sœur qui agresse une femme en plein travail, c'est une cruauté d'un genre particulier. Ils ne le voient pas de cette façon. Dans leur esprit, j'étais gênante et dramatique. Alors ils ne sont pas seulement cruels, ils sont délirants. Sandra ajusta le tube d'alimentation de graisse avec une efficacité experte. Quoi que vous prévoyiez de faire à leur sujet, ne vous sentez pas coupable. Ils ont fait leur choix. Je ne le ferai pas, promis-je. Les poursuites pénales ont été engagées un mardi matin. Ma mère a été accusée de mise en danger de la vie d'autrui et de négligence criminelle. Mon père a fait face à des accusations similaires en tant que complice. Bethany a été accusée d'agression en plus de la mise en danger. La procureure, une femme nommée Patricia Ulbrook, avait été consternée par l'épreuve. J'ai 3 filles, m'a-t-elle dit lors de notre rencontre. L'idée de traiter l'une d'elles comme votre mère vous a traité me rend physiquement malade. Je vais m'occuper personnellement de ce dossier. La nouvelle a fait la une des journaux locaux cet après-midi-là. Le titre disait « Des résidents de Brooke avaient accusé de négligence lors d'un accouchement ». L'article détaillait les accusations sans me nommer, mais il incluait les noms, âge et adresse de mes parents. Le soir, l'affaire avait été reprise par les médias régionaux. Le lendemain matin, elle était devenue virale sur les réseaux sociaux. Ma mère a appelé d'un numéro masqué que j'ai laissé passer juste pour entendre sa réaction. « Qu'est-ce que tu as fait » hurla-t-elle dès que j'ai répondu. Les accusations, les articles de journaux, tout le monde sait. Oui, dis-je calmement. Ils savent. Tu détruis cette famille pour rien. Tu allais bien. Le bébé allait bien. Grace a passé 2 semaines en soins intensifs. Elle a des retards de développement qui pourraient être permanents. J'ai subi une chirurgie d'urgence et j'ai failli mourir d'une hémorragie. Mais bien sûr, mère, nous allions bien. C'est vindicatif et cruel. L'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. Tu m'as dit de finir la vaisselle alors que j'étais en travail. Tu m'as traité de dramatique alors que ta petite fille mourait en moi. Tu as enjambé mon corps pour servir le dessert à tes amis. Et c'est moi la cruelle ? Nous ne savions pas que c'était si grave. Vous ne vous en êtes pas assez soucié pour le savoir. Il y a une différence. J'ai gardé ma voix égale, presque agréable. Voici ce qui va se passer maintenant. Vous allez faire face à ces accusations au tribunal. Vous allez subir les conséquences de vos choix. Et si jamais vous vous approchez de moi ou de ma fille à nouveau, je demanderai une ordonnance restrictive si vite que ça vous fera tourner la tête. Ton père et moi pourrions tout perdre à cause de ça. Bien, dis-je et je raccrochai. Les conséquences sociales se sont enchaînées comme des dominos. On a demandé à ma mère de démissionner de son poste de bénévole au centre pour personnes âgées en attendant l'issue du procès. Le country club où mes parents étaient membres depuis 15 ans a suggéré discrètement qu'ils seraient peut-être plus à l'aise ailleurs. La boutique de Bethany, déjà en difficulté, a vu une chute spectaculaire de sa clientèle à mesure que la nouvelle des accusations d'agression se répandait. Mais la véritable dévastation est venue d'une source inattendue. J'avais accordé une interview à un journaliste nommé Michael Torres, spécialisé dans les reportages d'investigation sur la violence familiale. Il m'avait approché après avoir lu les premiers articles, intéressé par un article plus approfondi sur la culture de la minimisation des urgences médicales des femmes. J'avais accepté à condition qu'il protège mon identité mais inclut chaque détail de ce qui s'était passé. Son article a été publié dans un grand magazine national 2 mois après le dépôt des accusations. Il était intitulé « Le travail d'accouchement qu'ils ont refusé de reconnaître » et était dévastateur par sa rigueur. Michael avait interviewé les ambulanciers qui avaient répondu à l'appel de Nathalie, le médecin des urgences qui m'avait traité en premier, l'assistante sociale qui avait documenté mon cas, et plusieurs anciens amis de mes parents qui étaient horrifiés par leur comportement. L'article est devenu viral immédiatement. Il a suscité des conversations sur la misogynie médicale, la maltraitance familiale et la manière dont la société rejette la douleur des femmes. Le nom de ma mère est devenu synonyme de cruauté insensible. Mon père est devenu l'homme qui a pris le téléphone de sa fille alors qu'elle le suppliait de l'aider. Bethany est devenue la femme qui a donné un coup de pied à sa sœur pendant son accouchement.
Leur prêteur hypothécaire a appelé 3 semaines après la publication de l'article. La valeur des propriétés à Brookhaven avait commencé à baisser à mesure que la réputation prestigieuse du quartier subissait coup sur coup les effets du scandale. La banque voulait être rassurée sur la capacité de mes parents à continuer de payer leurs mensualités, compte tenu de leur situation financière qui se détériorait et des frais de justice en suspens. Ils ne purent fournir cette assurance. La procédure de saisie a commencé au début du printemps. À l'été, la maison a été mise en vente à perte. La petite amie de Nathalie, Andrea, travaillant pour l'agence immobilière, m'a tenue au courant du processus. Les offres étaient nettement inférieures à ce que mes parents devaient, les laissant avec une dette massive et nulle part où aller. Ta mère m'a appelé en pleurant hier, m'a dit Nathalie lors d'un de nos cafés. Nous étions dans un café près de mon nouvel appartement, et Grace dormait paisiblement dans sa poussette à côté de nous. Elle voulait que je te convainque de faire une déclaration publique disant que tu leur pardonnais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut exiger de quelqu'un à qui on a fait du mal. Puis j'ai raccroché. Nathalie a pris une gorgée de son latte. Est-ce mal que je ne sois même pas un peu désolée pour eux? Pas le moins du monde, l'ai-je assuré. Ils subissent les conséquences naturelles de leurs actions. Personne ne les a forcés à me traiter comme une ordure. Personne ne les a obligés à ignorer une urgence médicale. Ils ont choisi cela. Le procès était prévu pour septembre. Patricia Ulbrook a monté un dossier si solide que l'avocat de mes parents leur a recommandé d'accepter une négociation de peine. Ils ont refusé, convaincus qu'un jury se rangerait de leur côté une fois qu'ils auraient expliqué leur point de vue. Ils avaient tort. Le procès a duré 4 jours. J'ai témoigné le 2e jour, guidant le jury à travers chaque moment de cette soirée cauchemardesque. L'avocat de la défense a essayé de suggérer que j'avais exagéré mes symptômes, que je n'avais pas clairement communiqué la gravité de ma situation. Puis, Patricia a diffusé l'enregistrement de l'appel aux urgences. La voix de Nathalie, tremblante de peur, « S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Elle ne réagit plus. Il y a tellement de sang. L'opérateur, où est sa famille? Pourquoi n'aide-t-il pas? Ils sont dans la salle à manger. Ils m'entendent vous parler, mais ils ne viennent pas aider. Ils mangent et rient. Le silence s'est fait dans la salle d'audience. J'ai vu les visages des jurés passer d'une attention neutre à une horreur manifeste. Plusieurs jurés ont regardé mes parents avec un dégoût non dissimulé. Le docteur Stevens a témoigné ensuite, expliquant en détail clinique ce qui se passe lorsqu'un décollement placentaire n'est pas traité. Il a décrit la chirurgie, les transfusions sanguines, la course désespérée pour sauver ma vie et celle de Grace. Il a montré aux jurés les dossiers médicaux documentant l'étendue des dommages. En 20 ans de carrière d'obstétricien, je n'ai jamais vu un cas où des membres de la famille ont délibérément empêché une patiente en plein travail de recevoir des soins d'urgence, a-t-il déclaré. Le retard causé par les actions des accusés a directement entraîné des complications potentiellement mortelles pour la mère et l'enfant. La défense a tenté de faire valoir que mes parents ne pouvaient pas savoir que la situation était vraiment grave, que j'avais trop souvent crié au loup pour divers mots. Ils ont fait témoigner Bethany sur ma personnalité prétendument dramatique. Patricia l'a démolie lors du contre-interrogatoire. Madame Garrett, vous avez témoigné que votre sœur exagérait fréquemment ses problèmes de santé pour attirer l'attention. Pouvez-vous donner des exemples précis? Bethany s'est agitée, mal à l'aise. Elle se plaignait toujours de quelque chose. Maux de tête, maux d'estomac, peu importe. Combien de fois ces plaintes ont-elles abouti à des visites aux urgences? Je ne sais pas exactement. Selon les dossiers médicaux, votre sœur s'est rendue aux urgences 2 fois au cours des 5 années précédant cet incident. Une fois pour une suspicion d'appendicite qui s'est avérée être un kyste ovarien rompu nécessitant une intervention chirurgicale, et une fois pour une réaction allergique grave. Qualifieriez-vous cela de plaintes exagérées? Eh bien, non. Mais avez-vous donné un coup de pied à votre sœur alors qu'elle était allongée sur le sol de la cuisine en plein travail? C'était à peine une poussée. J'essayais de l'enjamber. Patricia a projeté des images de sécurité d'une sonnette vidéo de l'autre côté de la rue qui avait capturé des vues partielles à travers les fenêtres avant de mes parents.
L'angle n'était pas parfait, mais il montrait clairement la jambe de Bethany se balancer en arrière avant d'avancer. C'était sans équivoque un coup de pied, pas un contact accidentel. Est-ce que cela ressemble à une poussée, Madame Garrett? Bethany n'a pas eu de réponse. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Ils ont déclaré ma mère coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de négligence criminelle. Mon père a été reconnu coupable en tant que complice. Bethany a été déclarée coupable d'agression et de mise en danger. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. Ma mère a écopé de 18 mois de prison dans le comté avec 3 ans de probation. Mon père a eu 12 mois. Bethany a reçu 8 mois plus des travaux d'intérêt général et des cours obligatoires de gestion de la colère. Mais la peine de prison n'était pas la fin de leurs conséquences. Le procès civil a suivi. Timothy Walsh a intenté une action en mon nom et en celui de Grace, réclamant des dommages et intérêts pour les frais médicaux, la douleur et la souffrance, et les coûts à long terme de la thérapie de développement continu de Grace. Le montant était suffisamment important pour anéantir le peu de stabilité financière qu'il restait à mes parents. Ils n'ont eu d'autre choix que de conclure un accord. Leur assurance habitation a couvert une partie, mais ils étaient personnellement responsables du reste. Les termes de l'accord comprenaient un plan de paiement structuré qui drainerait leurs finances pour les années à venir. La boutique de Bethany a fermé définitivement cet automne-là. Mes parents ont emménagé dans un petit appartement dans un quartier moins prestigieux. Leur cercle social s'est réduit à néant. Mon père a pris un travail à temps partiel dans une quincaillerie pour aider à couvrir leurs dettes juridiques. Ma mère, qui avait bâti toute son identité sur son statut et sa réputation, est devenue une paria dans la communauté qu'elle avait autrefois tenté de dominer. J'ai observé tout cela se dérouler avec un sentiment de sombre satisfaction. Pas de la joie, exactement, plutôt le sentiment de voir un os cassé enfin se remettre correctement après des années de mauvaise guérison. Ça faisait mal, mais c'était nécessaire. Grace a célébré son premier anniversaire dans notre appartement lumineux et joyeux, entouré de personnes qu'il aimait vraiment. Nathalie et Andrea étaient là, ainsi que plusieurs amis de mon nouveau groupe de mères et certaines des infirmières de néonatologie qui avaient aidé à sauver la vie de Grace. Nous avons mangé du gâteau et chanté des chansons, et ma fille a ri d'une joie pure et simple. Elle va si bien, a dit Sandra, l'infirmière de nuit, alors que nous regardions Grace démolir un cupcake avec une détermination sans faille. Les retards de développement qui vous inquiétaient semblent se résorber joliment. Sa kinésithérapeute dit qu'elle a rattrapé son retard, ai-je confirmé. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaires, mais le pronostic est bon. Et comment allez-vous? Demanda Sandra en me lançant un regard entendu. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Les cauchemars s'étaient estompés. L'anxiété qui montait chaque fois que quelqu'un élevait la voix avait diminué. J'avais commencé une thérapie il y a 6 mois et j'apprenais à traiter le traumatisme de cette nuit sans le laisser me définir. Je vais mieux, dis-je. Honnêtement. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, je construis la vie que je veux au lieu de celle qu'ils ont essayé de m'imposer. Tant mieux pour vous, dit chaleureusement Sandra. Vous le méritez. Mon téléphone a sonné plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti et que Grace dormait dans son berceau. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même, curieuse. Ceci est un appel prépayé du centre de détention du comté, annonça une voix automatisée. Acceptez-vous un appel de Helen Garrett? J'ai failli raccrocher. Mon doigt a plané sur le bouton de fin d'appel pendant plusieurs longues secondes. Puis, curieuse de ce qu'elle pouvait bien avoir à dire maintenant, j'ai accepté. Merci d'avoir pris mon appel, dit ma mère, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Je n'étais pas sûre que tu le ferais. J'ai failli ne pas le faire. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te dire que je suis désolée. Elle marqua une pause et je l'entendis prendre une respiration tremblante. Je sais que tu ne me crois probablement pas, et je comprends pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici, et j'ai besoin que tu saches que je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Es-tu désolée parce que tu es en prison? Demandai-je. Ou es-tu désolée parce que tu comprends enfin que ce que tu as fait était mal? Une autre longue pause. Les deux, peut-être. Je ne sais plus. Tout s'est effondré si vite. La maison, nos amis, notre réputation,
Tout est parti. Bethany ne me parle plus. Ton père me regarde à peine. Je ne cesse de rejouer cette nuit dans ma tête, essayant de comprendre comment j'ai pu être si aveugle. Tu n'étais pas aveugle, mère. Tu voyais exactement ce qui se passait. Tu ne t'en souciais juste pas assez pour m'aider. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle faiblement. Si, ça l'est. Tu te souciais plus d'impressionner tes invités que de la vie de ta fille. Tu te souciais plus de ton sol de cuisine impeccable que de la sécurité de ta petite fille. C'était des choix que tu as faits. Je pensais que j'avais plus de temps, murmura-t-elle. Je pensais vraiment que le travail d'accouchement durait des heures et des heures. Je pensais que tu exagérais comme tu. Elle s'arrêta. Comme je quoi? Exagérais? Inventais des choses pour attirer l'attention? Je sentis la colère monter dans ma poitrine. J'ai eu un kyste ovarien rompu qui a nécessité une chirurgie d'urgence. Et tu m'as dit que j'étais dramatique. J'ai eu une réaction allergique grave qui aurait pu me tuer. Et tu as dit que je faisais une scène. Quand exactement étais-je censé apprendre que tu me croyais au sujet d'une urgence médicale? J'avais tort, dit-elle, pleurant maintenant. Surtout. J'étais tellement concentrée sur les apparences, sur le maintien des apparences, que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Et maintenant, j'ai tout perdu. D'ailleurs, tu n'as pas tout perdu, mère. Tu l'as jeté. Il y a une différence. Je regardais la porte fermée de la chambre de Grace, pensant à la belle et féroce petite personne qui dormait de l'autre côté. Tu avais une fille qui aurait pardonné presque n'importe quoi. Tu avais une petite fille qui méritait de connaître sa famille. Tu as eu des chances d'être meilleure, de faire mieux. Tu as choisi de ne pas les saisir. Pourras-tu jamais me pardonner? Sa voix se brisa sur le dernier mot. J'ai considéré la question honnêtement. Le pardon était compliqué, désordonné, rien à voir avec la résolution nette dont les gens parlent dans les livres de développement personnel. Pourrais-je lui pardonner un jour? Peut-être. Méritait-elle ce pardon maintenant? Absolument pas, je ne sais pas, dis-je finalement. Ce que je sais, c'est que le pardon n'est pas quelque chose que l'on peut demander comme une faveur. C'est quelque chose qui pourrait arriver organiquement si tu changes vraiment. Et si je décide que notre relation vaut la peine d'être reconstruite? Pour l'instant, je me concentre sur ma fille et sur ma propre guérison. Tu ne fais pas partie de cette équation. Je comprends. Elle semblait vaincue. Me tiendras-tu au moins au courant de la santé de Grace? Juste des nouvelles, rien de plus. Je ne demanderai pas à la voir ou à te contacter autrement. Je veux juste savoir qu'elle va bien. La demande ressemblait à un piège, une autre façon de s'immiscer dans ma vie. Mais une petite partie de moi, celle qui se souvenait encore d'être une petite fille qui voulait l'approbation de sa mère, y réfléchit. J'y réfléchirai, dis-je. Mais je ne fais aucune promesse. C'est plus que je ne mérite. Merci. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose et je suis restée assise dans l'appartement silencieux, digérant la conversation. Grace a fait un petit bruit dans sa chambre et je suis allée voir. Elle avait repoussé sa couverture et était étalée dans son berceau de cette manière décontractée dont dorment les bébés, complètement en paix. En la regardant, j'ai senti le poids de chaque décision que j'avais prise au cours de la dernière année. La plainte à la police, le procès civil, le démantèlement systématique de la vie de mes parents. Rien de tout cela n'avait été une question de vengeance au sens traditionnel du terme. Pas vraiment. Il s'agissait de s'assurer que ma fille grandisse en sachant que les actions ont des conséquences, que la cruauté ne reste pas impunie, que sa mère se battrait pour elle avec tout ce qui était disponible. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Nathalie, j'ai vu l'appel passer sur la liste de la prison en ligne. Ça va? J'ai souri et j'ai répondu, ouais, en fait, ça va vraiment. Parce que c'était la vérité. Grace était en bonne santé. Nous avions une maison sûre et confortable. J'avais un travail que j'aimais et des amis qui me soutenaient. La chute de ma famille n'avait pas guéri magiquement mon traumatisme ni effacé ce qui s'était passé, mais elle avait créé un espace pour que je construise quelque chose de mieux. Les mois suivants ont apporté d'autres changements.
Patricia Ulbrook m'a contacté pour me demander si je serais prête à prendre la parole lors de conférences sur la violence familiale et la défense des droits des patients. J'ai accepté et j'ai découvert que j'avais un talent pour parler en public, pour transformer ma douleur en quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes à reconnaître les abus dans leur propre vie. Bethany a envoyé une lettre pour tenter de s'excuser et demander si nous pouvions reconstruire notre relation. Je l'ai lue une fois, puis je l'ai classée sans répondre. Elle m'avait agressé pendant mon travail, puis avait essayé de minimiser la chose au tribunal. Quel que soit le lien fraternel qui ait pu exister, il était irrémédiablement rompu. Certaines choses ne pouvaient pas être réparées avec des mots. Mon père ne m'a jamais contacté du tout, ce qui, d'une certaine manière, semblait approprié. Il avait toujours été un participant passif à la cruauté de ma mère, la favorisant par son silence. Au moins, il était constant. Grace a commencé à marcher à 13 mois, un peu plus tard que la moyenne, mais toujours dans la norme. Ses premiers pas furent vers moi, les bras tendus, le visage illuminé d'une concentration ravie. Je l'ai attrapée et je l'ai fait tourner pendant qu'elle riait. Et j'ai pensé à tous les moments que mes parents manqueraient à cause de leur choix. Leur perte, mon gain. Le jour du 2e anniversaire de cette terrible nuit, j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis des mois. J'ai créé une fondation pour aider les femmes confrontées à des urgences médicales pendant la grossesse et l'accouchement. Le financement initial provenait du règlement du procès civil, de l'argent que mes parents avaient été contraints de payer pour avoir failli détruire ma vie et celle de Grace. Je l'ai nommée la Fondation Grace Winters pour la défense maternelle. Nous fournissions une aide financière d'urgence aux femmes ayant besoin de soins médicaux immédiats, un soutien juridique aux victimes de négligences médicales liées à la naissance, et des programmes éducatifs sur la reconnaissance des complications de la grossesse. Nous maintenions également une ligne d'assistance téléphonique de crise, tenue par des infirmières et des défenseurs qui comprenaient que lorsqu'une femme dit que quelque chose ne va pas avec son corps, elle mérite d'être crue. La fondation a grandi plus vite que je ne l'avais prévu. Les dons ont afflué de personnes qui avaient lu mon histoire et voulaient s'assurer que personne d'autre ne vive ce que j'avais vécu. Nous avons élargi nos services, embauché plus de personnel et commencé à travailler avec des hôpitaux pour améliorer leur protocole de gestion de l'ingérence familiale dans les soins aux patients. Ma mère a envoyé une lettre de prison exprimant sa fierté pour ce que j'avais construit. Je n'ai pas répondu. Elle n'avait aucun droit de s'attribuer le mérite de quelque chose créé sur les cendres de sa cruauté. Grace a eu 3 ans. Elle a commencé la maternelle et s'est fait des amis facilement. Ses retards précoces se sont complètement résorbés. Elle aimait les dinosaures, la peinture au doigt et posait des questions impossibles sur le fonctionnement du monde. Elle était curieuse, compatissante et totalement inconsciente que sa grand-mère maternelle était en prison pour avoir failli la tuer. Un jour, je lui raconterai toute l'histoire, quand elle serait assez grande pour la comprendre, pour assimiler ce que cela signifiait. Pour l'instant, elle savait qu'elle avait une maman qui l'aimait, une famille élargie de proches choisis qui l'adoraient, et un monde plein de possibilités. Ma mère a été libérée après avoir purgé 14 mois de sa peine. Je l'ai appris par Nathalie, qui maintenait toujours un contact minimal avec ce côté de la famille par obligation envers ses propres parents. Elle vit avec ton père dans cet appartement, a rapporté Nathalie. Elle travaille comme caissière dans une épicerie. Apparemment, elle est très silencieuse maintenant. Elle reste dans son coin. Bien, dis-je sans sympathie. Elle a demandé s'il y avait une chance de voir Grace. Absolument pas, c'est ce que je lui ai dit que tu dirais. Nathalie marqua une pause. Pour ce que ça vaut, elle semble vraiment brisée par tout ce qui s'est passé. Elle devrait être brisée, dis-je sèchement. Être brisée, c'est ce qui arrive quand on essaie de maintenir une façade tout en pourrissant de l'intérieur. Finalement, toute la structure s'effondre. Je n'ai jamais envoyé de nouvelles de Grace à ma mère. Cette petite considération que j'avais mentionnée comme une possibilité ne s'est jamais concrétisée. Elle avait joué avec la vie de sa fille et avait tout perdu. Les conséquences lui appartenaient. La fondation a célébré son 5e anniversaire avec un gala de bienfaisance. Nous avions aidé plus de 2000 femmes pendant cette période, empêché d'innombrables urgences médicales de s'aggraver, et défendu avec succès des changements de politique dans les protocoles de soins hospitaliers. Grace, maintenant âgée de 7 ans,
m'a aidé à couper le ruban de cérémonie pendant que les appareils photo crépitaient. « À quoi sert la fondation déjà ?» demanda-t-elle alors que nous posions pour les photos. « Elle aide les mamans qui sont malades ou blessées à obtenir l'aide dont elles ont besoin », expliquai-je simplement. « Comme quand j'étais un bébé et que j'étais malade ?» Exactement comme ça. Elle y réfléchit sérieusement. « C'est bien. Tout le monde devrait aider les mamans. » Oui, acquiesçai-je en la serrant fort. Tout le monde devrait. Cette nuit-là, après la fin du gala et une fois Grace endormie, je me suis assise dans mon bureau à la maison, regardant des photos de l'événement. Il y en avait une de Grace et moi, toutes deux souriant sincèrement, entourées de personnes qui étaient devenues notre famille choisie. Nous avions l'air heureuses. Nous étions heureuses. J'ai pensé à mes parents dans leur petit appartement, leur statut social détruit, leurs finances en ruine, leur fille et leur petite-fille définitivement hors de leur portée. J'ai pensé à Bethany travaillant dans la vente après la faillite de sa boutique, éloignée de la famille qui avait si longtemps favorisé sa cruauté. Éprouvais-je de la culpabilité pour leur souffrance? Non, pas le moins du monde. Ils avaient fait leur choix cette nuit-là dans leur cuisine luxueuse, enjambant mon corps alors que je les suppliais de m'aider. Ils avaient choisi leur image plutôt que ma vie, leur commodité plutôt que la survie de ma fille. Chaque conséquence à laquelle ils faisaient face découlait directement de ces choix. Je m'étais simplement assuré que le monde sache qui ils étaient vraiment derrière la façade polie. Le reste avait été inévitable. Grace a appelé depuis sa chambre, faisant probablement un mauvais rêve. Je suis allé la voir immédiatement, la prenant dans mes bras et murmurant des paroles rassurantes jusqu'à ce qu'elle se rendorme. C'est ce que la famille devrait être là quand on a besoin de vous, se croire les uns les autres, protéger les plus vulnérables. Mes parents avaient échoué sur tous ces points. Ils avaient échoué de manière spectaculaire, publiquement, avec des conséquences qui les suivraient pour le reste de leur vie. Et j'avais réussi à construire quelque chose de mieux sur les ruines qu'ils avaient créées. Une fondation qui aidait les autres. Une fille qui savait qu'elle était aimée. Une vie libre de gens qui valorisaient l'apparence plus que l'humanité. En fin de compte, c'était la plus grande vengeance de toutes. Non pas leur souffrance, mais mon épanouissement. Ils avaient essayé de me briser, et au lieu de cela, j'étais devenue plus forte. Ils avaient rejeté ma douleur, et je l'avais transformée en un but. Ils avaient failli détruire ma fille, et j'avais bâti une organisation qui protégeait des milliers de filles. Ils avaient tout perdu en essayant de maintenir une illusion de perfection. J'avais tout gagné en embrassant une réalité imparfaite et en me battant pour la rendre meilleure. Certains pourraient dire que je devrais leur pardonner. Que garder de la rancune était un poison. Que tout le monde méritait une seconde chance. Ces gens-là n'ont pas eu à être allongés sur le sol d'une cuisine, suppliant leur mère de les aider pendant que leur bébé mourait en eux. Le pardon était un cadeau, pas une obligation. Et certaines personnes ne le méritaient tout simplement pas. J'ai éteint la lumière du bureau et je suis allé voir Grace une dernière fois avant de me coucher. Elle dormait paisiblement, en sécurité et aimée, entourée de personnes qui déplaceraient des montagnes pour la protéger. Mes parents avaient fait leur choix. J'avais fait les miens, et je n'en regretterai jamais un seul.